24 expériences étranges et inquiétantes que les gens ne pourraient pas oublier, même s'ils essayaient. 2 semaines après avoir donné naissance à des jumeaux, je me suis réveillée un matin dans mon lit, même si je sais que je m'étais endormie sur le canapé cette nuit-là. Je me suis dirigée vers le salon et j'ai vu que tout était propre. Le salon était nettoyé, les jouets de mes enfants étaient tous rangés et la cuisine était impeccable. J'ai vu ma fille de 3 ans assise sur le canapé, prenant son petit déjeuner et regardant Cocomelon. Elle s'est retournée et apparut surprise de me voir debout. Elle a commencé à me parler de la nuit dernière, quand elle est venue vers moi alors que j'étais endormie sur le canapé, parce qu'elle avait fait un cauchemar. Mais Emma lui a dit de ne pas me déranger. Elle m'a dit que Emma m'avait ramenée dans mon lit, car dormir sur le canapé n'était pas bon pour moi dans mon état. Je pensais qu'elle plaisantait et jouait avec moi. Mais quand je lui ai dit que j'allais nourrir les jumeaux, elle m'a dit que Emma l'avait aussi fait. J'ai simplement ignoré ce qu'elle disait et l'ai emmenée à l'école. En chemin, elle m'a demandé « Maman, pourquoi Emma a-t-elle des cheveux aussi gris ?» Elle a également commencé à me harceler et à me dire qu'elle voulait s'asseoir à l'avant de la voiture et qu'Emma doit s'asseoir à l'arrière. Plus tard, lorsque mon mari est rentré du travail, je lui ai parlé de ce que Jordan, ma fille de 3 ans, m'avait dit ce matin-là. Il s'est avéré que le nom de sa grand-mère défunte était Emma. Quand notre premier-né était nourrisson, il avait des reflux et dormait à peine. Donc je faisais la sieste quand il le faisait. Un matin enneigé, alors que nous faisions la sieste dans mon lit, mon mari était dehors pour s'occuper du bétail. Et j'ai rêvé qu'il conduisait un vieux tracteur de travers sur une colline. Le tracteur a basculé, mon mari était écrasé en dessous à partir de la taille. Il était là, dans la boue glacée, incapable de ressentir grand-chose, et pensant que ce n'était pas une si mauvaise façon de mourir. Quand il est rentré plus tard ce matin-là, sa combinaison était complètement recouverte de boue. Quand je lui ai demandé ce qu'il s'était passé, il a dit « J'ai renversé le 806 sur une colline. » J'ai éclaté en larmes et je lui ai parlé de mon rêve. Il a dit que le tracteur s'était arrêté sur le côté, mais alors qu'il tombait, il essayait frénétiquement de comprendre dans quelle direction sauter pour ne pas être écrasé s'il continuait à rouler. 25 ans plus tard, j'en tremble encore en y pensant. Pendant mes études universitaires, j'ai travaillé dans un magasin de vêtements sur une rue huppée de Boston. Ce jour-là, quelque chose ne me permettait pas de quitter mon dortoir pour aller travailler. Je ne peux pas expliquer ce qui m'empêchait de partir, mais c'était presque comme si une barrière était placée devant la porte et que je ne pouvais pas quitter mon bâtiment. Pour chasser ce sentiment, j'ai pris une douche. Pendant que je me lavais, j'ai entendu 2 bruits très forts. C'était le son de l'attentat du marathon de Boston, qui s'est produit à un pâté de maison de mon travail. J'aurais probablement été exactement à l'endroit de la première bombe, à ce moment précis, si j'avais continué mon trajet. En raison du confinement de la ville, mes collègues étaient coincés à l'intérieur du bâtiment jusqu'à environ 6 heures du matin le lendemain. C'était la seule fois où je n'avais jamais fait faux bond à un travail, et je pense que cela a peut-être sauvé ma vie. Une autre fois, quelque chose de similaire s'est produit. J'étais à une fête dans une salle de fonction avec des amis. Comme c'était l'hiver, nous avions rangé nos manteaux dans un coin de la salle pour éviter de devoir les tenir. Soudain, j'ai eu envie de rassembler nos affaires et de me tenir près de la porte. Bien que mes amis aient été clairement agacés par ma demande, ils ont obéi. Pas 5 minutes après que nous soyons arrivés près de la porte, une fusillade a éclaté et nous avons été les premiers à sortir. Mis à part les blessures par balles, de nombreuses personnes ont été piétinées en essayant de se précipiter par la petite porte de sortie. Mes amis et moi ne l'avons pas été, et nous avons été quelques-uns des rares à pouvoir échapper au chaos ce jour-là. J'ai vécu dans le centre-ville historique de notre ville pendant de nombreuses années. C'est là que s'est déroulée une importante bataille dans la guerre de sécession. Dans les 2 immeubles où j'ai vécu, dans la même rue, j'ai été confrontée à de nombreux phénomènes étranges.
Une fois, mon ami et moi sommes descendus au sous-sol de l'un des bâtiments pour faire une lessive. Les lumières étaient réglées sur une minuterie, l'horreur, de sorte que lorsque vous tourniez le bouton à fond, vous aviez de la lumière pendant 30 minutes. Quel que soit le temps que je devais y passer, je tournais toujours le bouton à fond. Nous étions donc en train de plier le linge lorsque nous avons entendu quelque chose d'étrange, comme un bruit de pas, venant du coin du sous-sol qui était dans l'obscurité. Puis tout à coup, la lumière s'est éteinte et nous avons été plongés dans l'obscurité la plus totale. Mon ami m'a dit « Tu as tourné le bouton sur 30 minutes ?» Alors que je lui disais que c'était le cas, nous avons de nouveau entendu le bruit, mais cette fois-ci, plus proche. Nous avons attrapé tout le linge aussi vite que nous pouvions et avons grimpé les escaliers. Ce faisant, nous avons senti quelque chose derrière nous. Dès que nous avons franchi la porte, elle a claqué derrière nous, comme si quelqu'un l'avait tirée pour la fermer. Inutile de dire qu'après cela, j'ai fait ma lessive ailleurs et je n'y suis jamais plus descendue. Mon oncle et ma tante sont convaincus que leur maison est hantée. Mais je ne les croyais pas jusqu'à récemment. Ils m'ont dit que le fantôme semblait plus enjoué que malveillant et qu'il perturbait la technologie. Par exemple, les alarmes de téléphone qui se déclenchaient alors qu'elles n'étaient pas réglées, la télévision qui s'allumait et s'éteignait ou dont le volume changeait, le lave-vaisselle qui émettait des bips avant la fin du cycle, etc. J'étais extrêmement sceptique et je mettais cela sur le compte de leur imagination débordante. Un jour, j'étais seule chez eux à surveiller leur nouveau chiot pendant que mon oncle allait chercher des affaires pour lui et que ma tante était au travail. Il y avait un gros orage dehors, des arbres qui tombaient dans toute la ville, et mon rôle très important était de m'asseoir sur le canapé et de câliner le chiot. Tout à coup, il a cessé de trembler et s'est mis à aboyer et à grogner en direction de la cuisine, qui était complètement vide. Je me suis dit que c'était un chiot et je n'y ai pas prêté attention. Il a continué. Puis le réfrigérateur s'est mis à biper très fort, comme le son que l'on entend quand on laisse la porte ouverte. Sauf qu'il était beaucoup plus fort et plus aigu pour je ne sais quelle raison. Alors, tenant le chiot, je suis allée dans la cuisine pour vérifier le réfrigérateur, qui était complètement fermé. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il émettait un bip, jusqu'à ce qu'il s'arrête soudainement. Quelques secondes plus tard, un arbre massif est tombé du toit dans le salon, directement sur le canapé où le chiot et moi-même étions assis. Le chiot et moi serions probablement morts si le réfrigérateur n'avait pas émis de bip aléatoire. Je ne dis pas que ce n'était pas un fantôme, mais je ne dis pas non plus que ça ne l'était pas. J'ai toujours cru au destin et, pour notre famille, le destin a sauvé la vie de mon frère. Je suis née en 1977. Mes 8 frères et sœurs étaient tous beaucoup plus âgés que moi. Ils venaient de terminer leurs études secondaires ou s'apprêtaient à le faire. L'un de mes frères aînés, qui venait d'obtenir son diplôme de fin d'études secondaires, s'est vu proposer un emploi dans le secteur de la construction, près de Chicago, à environ 6 heures de route de chez lui. Nous avions de la famille à Chicago, et nous y étions à la fin des années 70, donc ce n'était pas une grosse affaire ou quelque chose d'inhabituel. Mon frère a fini par se blesser gravement, juste avant de partir pour ce nouveau travail, et il n'a donc pas pu y aller. Après avoir parlé à son ami proche de cette opportunité de travail, il a appelé l'entrepreneur et lui a fait savoir qu'il s'était blessé, mais qu'un de ses amis très proches était intéressé par ce travail si cela ne lui posait pas de problème. L'entrepreneur a accepté, sans problème, et l'ami de mon frère est parti à sa place. Après un bref appel indiquant qu'il était arrivé dans la région de Chicago, des semaines ont passé et tout le monde a commencé à réaliser que personne n'avait entendu parler de l'ami de mon frère depuis lors. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il n'était pas facile pour les différents postes de police de communiquer, et encore moins pour les bonnes personnes au sein du poste de police de parler entre elles. De plus, l'ami avait 18 ans à l'époque. Il était donc considéré comme un adulte. Nous avons fini par découvrir que le poste que mon frère était censé occuper était celui du tueur en série John Wayne Gacy, qui avait en fait tué des milliers de personnes.
À l'université, j'ai vécu dans un dortoir hanté. Il avait été construit dans les années 1850 et abritait à l'origine des femmes et des enfants. Le bâtiment voisin avait été construit en 1740 et les deux étaient reliés par un pont au 3e étage à une époque. Nous avons connu beaucoup d'activités bénignes tout au long de l'année, mais certains incidents étaient plus effrayants que d'autres. Je vivais avec 3 colocataires dans une grande pièce dont les plafonds étaient très hauts. 3,70 m au moins. Des tuyaux métalliques dépassaient juste sous plafond au-dessus de la grande porte. Lorsque nous avons emménagé, j'ai utilisé une échelle pour placer une vieille plaque de rue en fonte sur le tuyau parce que c'était le collège. Le panneau était sûr et très solide, de sorte qu'il ne pouvait pas tomber sans que quelqu'un ne monte sur une échelle pour le décrocher. Quoi qu'il en soit, un matin, nous nous sommes tous réveillés et la plaque de rue se trouvait sur le sol, directement sous les tuyaux. La porte de notre chambre avait été fermée à clé toute la nuit, et nous avions tous les 3 dormi dans la chambre sans nous réveiller. Si quelqu'un était entré par effraction, avec une échelle, depuis un placard de service situé à un autre étage de la résidence par exemple, nous l'aurions su. Si l'enseigne en fonte était tombée de plusieurs mètres sur le sol en linoléum, nous aurions certainement entendu un tel fracas. L'enseigne n'était même pas renversée sur le côté, elle était parfaitement droite. Nous pensons qu'il s'agit peut-être du fantôme d'un enfant espiègle qui aimait nous faire des farces. Mais c'est absolument la farce la plus effrayante et la plus impressionnante de cette année-là. J'étais enceinte de 8 mois et demi lorsque nous avons emménagé dans la toute nouvelle maison. La première nuit, quelque chose m'a réveillée au milieu de la nuit. Peut-être notre chien, me suis-je dit, et je suis descendue chercher de l'eau. Nous n'avions pas encore de volets et la cuisine était presque entièrement vitrée. J'ai allumé les lumières de la cuisine, j'ai caressé le chien et j'ai fini par me rendormir à l'étage. Le lendemain matin, j'ai regardé par la fenêtre de la cuisine et j'ai réalisé que quelqu'un était entré par effraction dans notre garage, qui se trouvait juste à côté de la cuisine, et l'avait entièrement saccagé. Ils avaient coupé l'alimentation des projecteurs de chantier, je m'en suis rendu compte plus tard lorsqu'ils étaient éteints, quand j'étais en bas, et ils ont volé les objets d'une valeur de plusieurs milliers de dollars que nous avions temporairement planqués dans le garage en essayant d'emménager dans la maison. Il est presque certain que c'est ce qui m'a réveillée, et qu'ils étaient probablement accroupis à l'extérieur, à quelques mètres de là, dans l'obscurité, pendant que je me faisais couler de l'eau, à moitié habillée, illuminée et très enceinte. J'avais à peine 3 ans, et, au milieu de la nuit, j'ai appelé mes parents de l'autre côté du couloir pour qu'ils viennent m'emmener aux toilettes, car il faisait très sombre. Ma mère m'a répondu en criant que ce n'était pas grave, que j'étais une grande fille et que je pouvais y aller toute seule, mais qu'elle resterait éveillée jusqu'à ce que je retourne au lit. C'est ce que j'ai fait. Lorsque j'ai marché sur le sol, mes pieds sont devenus très chauds et j'ai dit à ma mère que quelque chose n'allait pas. Elle m'a dit d'aller aux toilettes et de me rendormir, et qu'il n'y avait pas de problème avec le sol. J'ai commencé à pleurer parce que le sol était si chaud, et mon père est venu me chercher. Il a senti la chaleur sur ses pieds et a dit à ma mère qu'il devait y avoir un feu dans la cave. Il s'est avéré que le réservoir d'eau chaude était en surchauffe. Il nous a emmenés dehors et a appelé la compagnie de gaz. Ils sont venus et nous ont évacués, ainsi que les voisins, en nous disant que le réservoir était sur le point d'exploser d'un moment à l'autre. Ils ont dit à mon père que si je n'étais pas sortie du lit cette nuit-là, une bonne partie du quartier aurait disparu dans une explosion de gaz. La citerne aurait été comme une torpille. Avant que nous nous mettions ensemble, mon ex-mari et sa première femme traversaient la réserve Navajo dans un chemin de terre en Arizona. Ils ont vu 4 lumières se déplacer parallèlement les unes aux autres, horizontalement dans le ciel, pas très loin de l'horizon. Ils sont sortis pour prendre une photo, et l'instant d'après, ils étaient de retour dans leur voiture. Ils n'avaient aucun souvenir d'être montés dans la voiture ou d'avoir démarré le moteur pour rouler. La photo existe toujours, je l'ai vue. J'ai également vu une entaille dans la jambe de mon ex, d'un diamètre d'un crayon et d'une profondeur de 1 cm. Il a dit que son ex-femme, elle, en avait aussi, mais qu'elle refusait d'en parler.
Lorsque j'ai collé un aimant au néodyme dessus pendant une semaine, le trou était moins profond. Mais rien n'était complètement remonté à la surface. Ça donne la chair de poule. J'ai travaillé dans un musée d'art après l'université. C'était un beau bâtiment ancien, mais la section bibliothèque était un peu délabrée. Au lieu d'essayer d'entretenir l'espace et les livres, les administrateurs ont décidé d'utiliser la bibliothèque comme un bureau pour le personnel, avec des espaces de travail ouverts pour environ 8 d'entre nous. La bibliothèque était divisée en 3 pièces, reliées mais distinctes. Mon bureau était le plus proche de la porte d'entrée, qui donnait sur le reste du musée. Plusieurs fois, alors que je travaillais tard, j'entendais des agrafeuses agrafer, des classeurs s'ouvrir et des papiers se mélanger dans la pièce la plus éloignée. Je vérifiais, mais tous mes collègues étaient partis. Après que cela se soit produit plusieurs fois, j'en suis venue à essayer de ne pas y rester seule le soir. Je n'ai rien dit à mes collègues parce que j'avais l'air paranoïaque. Un jour, j'ai dû travailler tard et le responsable de la sécurité de nuit est entré et a dit en toute décontraction : « Nous détestons tous ce quartier, des frissons tout le temps, totalement hanté. » Plus tard, j'ai raconté à mes collègues ce qu'il avait dit, et tout le monde a poussé un soupir de soulagement à l'idée d'en parler enfin. Nous avons commencé à comparer nos notes. Nous avions tous vu ou entendu quelque chose d'inexplicable à cet endroit depuis des mois. Cela m'a rendu triste de penser qu'un fantôme faisait de la paperasse pour l'éternité. Mais c'était aussi très effrayant. J'ai l'habitude d'avoir d'étranges prémonitions qui semblent toujours se produire de la même manière que dans mes rêves ou dans mes cauchemars. À l'âge de 17 ans, j'ai fait le même rêve tout au long de l'année. Mes parents avaient été assassinés à Noël. Personne ne me croyait et ils me disaient que ce n'était qu'un mauvais rêve. Puis, le jour de Thanksgiving, ma tante a fait exactement le même rêve. Chaque détail correspondait. Mes grands-parents nous ont dit que nous ne devrions pas rester à la maison pour Noël, mais mon père a insisté. Malheureusement, tout s'est déroulé comme je l'avais rêvé. J'habitais un vieux studio à Paris, très petit, avec une mezzanine pour dormir. Je vivais avec mon ex qui n'était pas quelqu'un de bien, et mon chat. Pour ajouter un peu de contexte, je suis très familière avec le paranormal. Plusieurs événements étranges s'y sont produits, mais celui qui me donne encore le plus de frissons aujourd'hui concerne un homme de l'ombre. Quelques semaines auparavant, mon ex a commencé à se plaindre d'une forte odeur, comme un cadavre ou un animal mort dans l'appartement. Il était infirmier en gériatrie et avait donc déjà été confronté à la mort. Curieusement, il m'a dit que cela n'arrivait que lorsque je n'étais pas là. Au début, j'ai cru qu'il dramatisait, mais après quelques événements bizarres, je l'ai cru. Une nuit, vers 3 heures du matin, je me suis réveillée très brusquement. L'air était très dense et lourd, et j'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas. Mon chat s'est précipité sur l'échelle de la mezzanine et a commencé à grogner et à miauler d'une manière absolument terrifiante. Il était évident qu'il avait vu quelque chose. J'ai descendu l'échelle en courant, enjambant mon ex et ne comprenant pas comment le chat ou moi-même n'avions pas réussi à le réveiller. Il dormait à poing fermé. Rien ne pouvait le réveiller. Alors que j'allais attraper mon chat, la faible lumière provenant de la cour intérieure de l'immeuble a révélé une ombre humaine très grande sur le mur auquel mon chat faisait face. Il avait une attitude menaçante et des petits yeux rouges. Il commençait à se déplacer lentement vers moi. Tout ça s'est passé très vite, mais j'ai pris mon chat et j'ai fait quelques rituels et quelques prières. Après quelques minutes, l'air était clair et quelque chose s'est levé. C'est difficile à expliquer. La pièce est redevenue normale. Je savais qu'il était parti. Le lendemain, mon ex a raconté l'horrible cauchemar qu'il avait fait, où un démon le poursuivait et le massacrait. Je lui ai raconté ce qu'il s'était passé, et nous avons tous les deux cru qu'il y avait un lien entre les deux. Cela peut ne pas sembler extrême, mais je suis toujours traumatisée par cette expérience. J'en ai des frissons chaque fois que j'y pense. J'espère ne jamais revivre une telle expérience. Lorsque j'étais adolescent à la fin des années 90,
L'un de mes amis vivait à quelques kilomètres d'un chemin de terre, dans une maison construite dans les années 70. Toute la région a été construite sur un terrain qui était auparavant un sanatorium pour tuberculeux, et il y avait encore des cabanes de tuberculeux en ruine qui parsemaient les propriétés, y compris la sienne. Ils parlaient régulièrement de leur maison comme étant hantée, et d'événements étranges qu'ils avaient vécus, principalement des bruits ou des objets déplacés. Un soir, alors que ses parents n'étaient pas en ville, nous étions assis avec d'autres amis dans son vide sanitaire, sa zone de stockage profonde, qui était entièrement souterraine et sans fenêtre. Les lumières se sont éteintes, et un orbe lumineux a flotté paresseusement pendant plusieurs minutes. Nous l'avons tous vu et commenté, mais nous avons continué à regarder cette lumière non naturelle, sans explication, flotter autour de nous. C'était déconcertant, mais pas effrayant en soi. Jusqu'à ce que, plus tard, nous sortions et que ces 3 chiens, d'habitude gaffeurs, familiers et amicaux, nous grognent dessus, haussant les babines et montrant leurs dents comme si nous étions quelque chose de terrifiant pour eux. Je suis rentré chez moi et mon terrier, petit et amical, a réagi de la même manière. Il a grogné et aboyé de terreur. J'ai pris une douche, brûlé de la sauge et dit quelques bénédictions et tout s'est bien passé. Mais j'ai encore des frissons en me demandant ce que les chiens ont vu lorsque nous sommes sortis de ce vide sanitaire. Avez-vous déjà entendu une meute de coyotes de près ? Je vous dirais que c'est le son de l'enfer et l'une des expériences les plus effrayantes que j'ai vécues. Lorsque j'étais enfant, je vivais à la campagne, et la première fois que j'ai eu l'occasion de les entendre de plus près, c'était vers 2h du matin, quand j'ai été brusquement réveillée par une meute de coyotes juste devant ma fenêtre. Ils criaient, grognaient et hurlaient. C'était assourdissant et désorientant. J'ai cru que j'étais mort et qu'on m'emmenait en enfer. Il m'a fallu un certain temps pour me réorienter et comprendre qu'il s'agissait finalement d'une meute de coyotes. J'ai trouvé un peu bizarre que personne d'autre dans ma famille ne se soit réveillé alors que toutes les chambres étaient situées juste à côté les unes des autres. Ma mère était enceinte de triplés et j'avais 4 ans à l'époque, et je dessinais des personnages en bâton avec des ventres en cercle remplis de bébés en bâton. Elle s'est rendue à un rendez-vous prénatal et on lui a dit que 2 d'entre eux allaient bien, mais que le cœur de l'un d'eux ne battait plus. Elle n'en avait parlé à personne, mais lorsqu'elle est rentrée à la maison, moi, petite fille de 4 ans, elle dit « Maman, l'un des bébés est ensanglanté. » Je suis maintenant à la retraite, mais pendant de nombreuses années, j'ai travaillé comme assistante pédagogique. L'enseignante avec laquelle je travaillais était une femme de forte corpulence. Sa fille avait réussi un pontage gastrique et l'enseignante avec qui je travaillais a donc décidé de se faire opérer elle aussi. Après l'opération, j'ai rêvé qu'elle était décédée. J'étais tellement bouleversée que j'ai appelé l'hôpital et j'ai demandé à lui parler. L'infirmière m'a dit qu'elle dormait, mais j'ai dit que je devais lui parler. Ils ont finalement cédé et m'ont laissé lui parler. Je lui ai dit que j'étais désolée de l'avoir réveillée, mais que je voulais lui souhaiter un prompt rétablissement. Je ne lui ai rien dit de mon rêve, mais je lui ai souhaité bonne chance et je lui ai dit que je la reverrais bientôt. Le rêve s'est déroulé un vendredi soir, puis j'ai parlé avec elle le samedi. Dimanche après-midi, sa petite fille m'a appelé pour me dire que sa grand-mère était partie. J'ai bêtement demandé où elle était allée et elle m'a dit que sa grand-mère était décédée samedi soir. Mon amour de lycée, Logan, est décédé lorsque j'avais 19 ans. Je vivais dans une nouvelle ville peu de temps après et j'ai cru voir son meilleur ami, Ryan, marcher sur le parking d'un centre commercial près de chez moi. J'ai trouvé Ryan sur Facebook et j'ai découvert qu'il était en poste dans la même ville, bien qu'il n'ait jamais été près de chez moi. Nous avons commencé à nous voir régulièrement, nous sommes devenus très proches pendant un certain temps, puis il a été déployé. Il a joué un rôle important dans mon processus de deuil. Des années plus tard, j'ai rêvé que Ryan était allongé dans un lit et que je savais qu'il était mort. Logan se tenait à côté de lui et me disait « Tout va bien, il est avec moi maintenant, je vais m'occuper de lui. » Quand je me suis réveillée le lendemain, j'ai reçu un texto d'un vieil ami qui m'a dit que Ryan était décédé la nuit précédente.
Quelques années plus tard, je suis allée me recueillir sur la tombe de Logan. On m'a dit que Ryan se trouvait dans le même cimetière, et je voulais le trouver pour lui rendre hommage. Pendant que je me rendais sur la tombe de Logan, j'ai eu une envie soudaine de commencer à marcher. J'ai marché directement vers le mémorial de Ryan, comme si on m'y avait guidé. Aussi étrange que cela puisse paraître, je trouve du réconfort dans le fait de savoir qu'ils sont ensemble dans l'au-delà, quel qu'il soit. J'ai eu de nombreux moments précognitifs, étranges au cours de ma vie. Mais celui-ci est l'un des plus récents. Ma belle-sœur Crystal a été adoptée. Elle a repris le contact avec sa mère biologique il y a quelques années et a découvert qu'elle avait un demi-frère plus jeune qu'elle. Son frère et sa femme venaient d'avoir une petite fille, et je jure sur ma vie que ma belle-sœur m'a dit que le bébé s'appelait Riley. Quelques mois plus tard, nous nous sommes rendus en Floride pour le mariage de mon frère et de ma belle-sœur. Le soir du dîner de répétition, j'ai rencontré tous les membres de sa famille, y compris le bébé. Lorsque j'ai salué le bébé, il était tenu par la grand-mère biologique de Crystal. Je me suis penchée et j'ai dit « Bonjour Riley ». Mais la grand-mère m'a répondu que le bébé s'appelait Chandler. J'étais confuse et un peu gênée, et je me demandais où j'avais bien pu aller chercher Riley. 2 ans plus tard, Crystal m'envoie une photo du petit garçon de son demi-frère qui vient de naître. Son nom ? Riley. Quand j'étais au collège, ma mère est allée en Suisse pour faire une croisière sur le Rhône. À Bâle, elle a pris un train en direction de l'ouest. Dans mon rêve, j'ai vu un panneau qui disait Bâle et une grande épave de train. J'ai vu ma mère qui regardait par la fenêtre du train et je l'ai entendu dire « Dieu merci, ce n'était pas notre train ». Le lendemain, j'ai appris qu'il y avait eu un grand accident de train à Bâle avec des morts. Ce train allait vers l'est. Je n'étais qu'à 7 mois après la naissance de mon premier enfant, lorsque l'une de mes meilleures amies et collègues de travail a fait un rêve extrêmement précis, dans lequel je faisais un test de grossesse au travail et je découvrais que j'étais à nouveau enceinte. La date du rêve était le 4 novembre, environ 3 semaines plus tard. La couleur de mon sweatshirt était grise et elle a donné des détails précis sur ce qui se passait dans sa journée de travail. Lorsque le 4 novembre est arrivé, nous avons réalisé que je portais un sweatshirt gris et que les événements du rêve s'étaient déjà produits dans la journée de travail. Je n'étais pas du tout prête à avoir un deuxième enfant, et après avoir fait un test de grossesse à ce moment-là, il était positif. J'étais plus choquée qu'elle l'ait prédit que de découvrir que j'étais réellement enceinte. Lorsque j'étais en dernière année de lycée, j'ai rêvé que je me rendais chez une professeure pour emprunter une robe de bal à l'une de ses filles, qui avait à peu près mon âge. Lorsque je suis arrivée, l'enseignante et ses filles étaient très tristes et en larmes et parlaient à peine. Lorsque je me suis réveillée le lendemain matin, j'ai raconté mon rêve à ma mère. Puis, je suis allée à l'école, où j'ai appris que le mari de l'enseignante avait eu une crise cardiaque et avait fait une sortie de route sur le chemin du travail ce matin-là, et qu'il était décédé. À plusieurs reprises, j'ai fait des rêves qui se sont étrangement réalisés. Voici l'une de ces histoires. Lorsque j'étais en 4e, j'avais le béguin pour un garçon de l'école qui s'appelait Bobby. Une nuit, j'ai rêvé que j'étais à l'école, debout à la table des salades et condiments, en train de garnir ma salade. Mon professeur préféré, qui savait que j'aimais Bobby, s'est approché de moi et m'a dit « Hé, tu as entendu parler de Bobby ?» Je n'en avais pas entendu parler, et il a poursuivi en disant « Hier soir, il rentrait chez lui et il y a eu un grave accident de voiture. Il va bien, mais j'ai pensé que tu voudrais le savoir. » Le lendemain, j'étais à l'école, debout à la même table que dans mon rêve, en train de mettre des condiments sur ma salade. Mon professeur préféré s'est approché de moi et m'a dit « Hé, tu as entendu parler de Bobby ? Hier soir, il rentrait chez lui et il y a eu un grave accident de voiture. Il va bien, mais j'ai pensé que tu voudrais le savoir. » Ça m'a fait flipper. J'ai grandi dans une région des États-Unis où les lacs sont omniprésents. Il était évident que l'on nagerait dans l'un d'entre eux ou que l'on ferait du bateau sur l'un d'eux à un moment donné ou à un autre de sa vie si on vivait dans cette région.
C'est pourquoi, durant mon enfance, j'ai dû assister à un cours de natation et de sécurité nautique. Le cours comprenait des photos post-mortem de personnes qui avaient été tuées après avoir été écrasées par les pales d'un moteur hors-bord. Les images étaient horribles. Peu de temps après le cours, j'ai commencé à avoir une voix, plutôt une impression très claire d'une voix, qui me disait de temps en temps « Que ferais-tu si ?» suivi de l'idée que j'étais dans l'eau quelque part et qu'un bateau équipé d'un moteur hors-bord se dirigeait droit sur moi. Dès le début, j'ai répondu que je plongerais aussi profondément que possible pour me mettre à l'abri et que je laisserais le bateau passer au-dessus de moi. Il s'est écoulé une 20aine d'années, avec des épisodes périodiques de scénarios du type « Que ferais-tu si ?» qui me reviennent à l'esprit. Je faisais partie d'un groupe médical bénévole sur un grand voilier dans l'océan Pacifique. Nous voyagions d'une île à l'autre, travaillant aux côtés de l'assistant-chef local tout en organisant les cliniques. Le navire devait plus souvent jeter l'ancre à l'extérieur du récif et nous étions transportés à terre par un grand bateau en aluminium surnommé le Hammerhead, propulsé par un gros moteur à bord. Lorsque le moteur tournait à plein régime, la proue du Hammerhead sortait de l'eau de telle sorte que ni la personne qui le conduisait ni les passagers ne pouvaient voir ce qu'il y avait devant le bateau sur une bonne distance. Un après-midi, l'équipe médicale avait un peu de temps libre et 3 d'entre nous ont décidé de nager à côté du navire. Le Hammerhead avait été ramené à terre par l'un des membres de l'équipage et nous n'avions aucune raison de penser qu'il reviendrait de sitôt. Mes 2 collègues sont restés près des marches d'embarquement du navire, tandis que j'ai nagé plus loin. J'étais en bonne condition physique et je pouvais retenir ma respiration sous l'eau pendant un bon moment. Tout à coup, nous avons levé les yeux et vu le Hammerhead se rapprocher du navire à vive allure, la proue en l'air. Je savais que je n'avais pas le temps de nager jusqu'au bateau, ni de m'éloigner pour éviter d'être écrasé. Je savais aussi que personne à bord du bateau ne pouvait me voir. J'ai donc fait ce que je m'étais imaginé faire toutes ces fois au fil des ans, lorsque la voix me venait à l'esprit. J'ai rapidement plongé à plusieurs mètres sous l'eau, et j'ai levé les yeux juste à temps pour voir le bateau et les grandes pales du moteur hors bord passer à la surface, juste au-dessus de l'endroit où je nageais. Je suis resté sous l'eau un peu plus longtemps, puis je suis remonté à la surface et j'ai nagé jusqu'au bateau. Je n'ai jamais rien dit à personne, et je n'ai jamais raconté cette histoire à personne d'autre qu'à mon mari. Et la voix ? Je ne l'ai plus jamais entendue. Il est important d'écouter son instinct ou ses enfants. Et vous ? Avez-vous déjà ressenti une impression qui vous aurait sauvé la mise à un moment donné ?